Bonjour. Notre intervention, deuxième partie consacrée au texte sur la méthode philosophique. Euh, 16e texte, Popper et les exigences de la méthode empirique. Car Popper dit, nous pouvons distinguer trois exigences auxquelles devra satisfaire théoriquement notre système empirique. Il devra tout d'abord être synthétique, de manière à pouvoir représenter un monde possible, non contradictoire. En deuxième lieu, il devra satisfaire aux critères de la démarcation, c'est-à-dire qu'il ne devra pas être métaphysique, mais devra représenter un monde de l'expérience possible. En troisième lieu, il devra constituer un système qui se distingue de quelque manière des autres systèmes de même type dans la mesure où il est le seul à représenter notre monde de l'expérience. Mais comment distinguer le système qui représente notre monde de l'expérience? La réponse est la suivante, par le fait qu'il a été soumis à des tests et qu'il a résisté à des tests. Ceci signifie qu'il faut le distinguer en lui appliquant cette méthode déductive dont l'analyse et la description constituent mon propos. Selon cette conception, l'expérience apparaît comme une méthode caractéristique qui permet de distinguer un système théorique d'autres systèmes théoriques, de sorte que la science empirique semble se caractérise non seulement par sa forme logique, mais aussi par la spécificité de sa méthode. Toutefois, j'admettrai certainement qu'un système n'est empirique ou scientifique que s'il est susceptible d'être soumis à de tests expérimentaux. Ces considérations suggèrent que c'est la falsifiabilité, non la vérifiabilité d'un système qu'il faut prendre comme critère de démarcation. En d'autres termes, je n'exigerai pas d'un système scientifique qu'il puisse être choisi une fois pour toutes dans une acception positive, mais j'exigerai que sa forme logique soit telle qu'il puisse être euh, euh, qui puisse être qui puisse, qui puisse être distingué au moyen de tests empiriques dans une acception négative. Un système faisait partie de la science empirique doit pouvoir être réfuté par l'expérience. Ainsi, l'énoncé il pleuvra ou il ne pleuvra pas ici demain ne serait-il pas considéré comme empirique pour la simple raison qu'il ne peut être réfuté, alors que l'énoncé il pleuvra ici demain sera considéré comme empirique, car Popper, la logique de la découverte scientifique, 1934, Paris, édition Payou, 1973, page 29-30. Septième texte intitulé Différence de structure entre le mythe et la connaissance scientifique. Je cite François Jacob. Hein. François Jacob dit, je crois que le cerveau a une exigence fondamentale, celle d'avoir une représentation unifiée et cohérente du monde qui l'entoure, ainsi que de forces qui animaient ce monde. Le mythe, comme les théories scientifiques, répondaient à cette exigence humaine. Dans tous les cas, et contrairement à ce qu'on pense souvent, il s'agit d'expliquer ce qu'on voit par ce qu'on ne voit pas. Le monde visible par un monde invisible qui est toujours le produit de l'imagination. Par exemple, on peut regarder la foudre comme l'expression de la colère divine ou comme une différence de potentiel entre le nuage et la terre. On peut regarder une maladie comme le résultat d'un sort jeté à une personne ou comme le résultat d'une infection virale. Mais dans tous les cas, ce qu'on invoque comme cause au système d'explication, ce sont des forces invisibles qui sont censées régir le monde. Par conséquent, qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une théorie scientifique,
Tout système d'explication est le produit de l'imagination humaine. La grande différence entre mythe et théorie scientifique, c'est que le mythe s'y fige une fois imaginé, il est considéré comme la seule explication du monde possible. Tout ce qu'on rencontre comme événement est interprété comme un signe qui confirme le mythe. Une théorie scientifique fonctionne de manière différente. Les scientifiques s'efforçaient de confronter le produit de leur imagination, la théorie scientifique, avec la réalité, c'est-à-dire les preuves de faits observables. De plus, ils ne se contentaient pas de récolter des signes de sa validité, ils s'efforçaient d'en produire d'autres, plus précis, en la soumettant à l'expérimentation, et le résultat de celle-ci pouvait s'accorder ou non à la théorie. Et si l'accord ne se fait pas, il faut jeter la théorie et en trouver une autre. Ainsi, le propre d'une théorie scientifique est d'être tout le temps modifiée ou amendée. François Jacob, l'évolution sans projet dans le darwinisme, le livre commun, le darwinisme aujourd'hui. Huitième texte intitulé Différence entre une théorie scientifique et un credo religieux. Bernard Russell dans son livre Science et religion. Je cite Russell, un credo religieux diffère d'une théorie scientifique en ce qu'il prétend exprimer la vérité éternelle et absolument certaine, tandis que la science garde un caractère provisoire. Elle s'attend à ce que des modifications de ces théories actuelles deviennent tantôt ou tard nécessaires et se rend compte que sa méthode est logiquement incapable d'arriver à une démonstration complète et définitive. Mais dans une science évoluée, le changement nécessaire ne servait généralement qu'à obtenir une exactitude légèrement plus grande. Les vieilles théories restées utilisables quand il s'agit d'approximations grossières, mais ne se fait plus quand une observation plus minutieuse devient possible. En outre, les inventions techniques issues de vieilles théories continuent à témoigner que celles-ci possédaient un certain degré de vérité pratique. Si l'on peut dire, la science nous insiste donc à abandonner la recherche de la vérité absolue et à y substituer ce qu'on peut appeler la vérité technique, qui est le propre de toute théorie permettant de faire des inventions ou de prévoir l'avenir. La vérité technique est une affaire de degré. Une théorie est tout autant plus vraie qu'elle donne naissance à un plus grand nombre d'inventions utiles et de prévisions exactes. La connaissance cesse d'être un miroir mental de l'univers pour devenir un simple instrument à manipuler la matière. Voilà. Bernard Russell, son livre Science et religion. Neuvième texte, Nietzsche, la croyance dans une compréhension scientifique et illusoire. Nietzsche dit, nous appelons explication ce que nous distincts degrés de connaissance et de science plus anciens, mais ceci n'est que description. Nous décrivons mieux, nous expliquons tout aussi peu que tous nos procédures. Nous avons découvert de multiples successions là où l'homme naïf et le savant de culture plus ancienne ne voyaient que deux choses, ainsi que l'on dit généralement, la cause et l'effet. Nous avons perfectionné l'image du devenir, mais nous ne savons pas dépasser l'image au-delà de l'image. La suite de causes se représente tout au long le cas le plus complète devant nous. Nous déduisons, il faut que telle ou telle chose est précédé pour tel ou autre suive. Mais par cela, nous
n'avons rien compris. La qualité, par exemple, dans chaque phénomène chimique apparaît avant comme après, comme un miracle. De même, tout mouvement en avant. Personne n'a expliqué le choc. D'ailleurs, comment saurions-nous expliquer? Nous ne faisons qu'on peut coopérer avec des choses qui n'existent pas, avec des lignes surface de corps, des atomes, de temps divisibles, des espaces divisibles. Comment une interprétation serait-elle être possible si de toutes choses nous faisons d'abord une image, notre image? Il suffit de considérer la science comme une humanisation de choses, aussi fidèle que possible. Nous apprendrons à nous décrire nous-mêmes toujours plus exactement en décrivant les choses et leur succession, cause et effet. Voilà une dualité comme il n'en existe probablement jamais. En réalité, nous avons devant nous une continuité dont nous isolons quelques parties, de même que nous ne percevons jamais un mouvement que comme une série de points isolés. En réalité, nous ne le voyons donc pas, nous l'inférons. La soudaineté que mettons certains effets assez détachés nous induit en erreur. Cependant, cette soudaineté n'existe que pour nous. Dans cette seconde de soudaineté, il y a une infinité de phénomènes qui nous échappaient. Un intellectuel qui verrait cause et effet comme une continuité et non à notre façon, comme un morcellement arbitraire qui verrait le flot des événements, nierait l'idée de cause et d'effet et de toute conditionnalité. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Ligue Savoir, deuxième partie, paragraphe 112. Finalement, le texte 10 de Karl Popper. Karl Popper dit: j'ai traité le déterminisme physique du cauchemar. C'est un cauchemar presque qu'il affirme que le monde entier, avec tout ce qu'il contient, est un gigantesque automate et que nous ne sommes rien d'autre que de petites rouages ou de sommes sous-automates dans le meilleur des cas. Il détruit ainsi en particulier l'idée de créativité, le réduit à l'état de complète illusion. L'idée que dans la préparation de cette conférence, je me suis servi dans mon cerveau pour créer quelque chose de nouveau. Ce qui s'est passé là, selon le déterminisme physique, ce que certaines parties de mon corps ont tracé de marques noires sur un papier blanc et rien de plus. Tout physicien disposant d'une information suffisamment détaillée pourrait avoir écrit ma conférence grâce à cette méthode très simple. Prédire les endroits précis où le système physique composé de mon corps, y compris mon cerveau, bien sûr, et mes doigts, et mon stylo tracerait de remarques noires. Ou, pour utiliser un exemple plus frappant, si le déterminisme physique est correct, alors un physicien complètement sourd qui n'aurait jamais entendu de musique de sa vie pourrait écrire toutes les symphonies et tous les concertos de Mozart et de Beethoven au moyen d'une méthode simple qui constituerait à étudier les états physiques précis de leur corps et à prédire où il tracerait de remarques noires sur leur portée. Un autre physicien sourd pourrait même faire bien mieux en étudiant le corps de Mozart et de Beethoven avec aussi de soin. Il pourrait écrire des partitions qui n'ont jamais été réellement écrites par Mozart ou Beethoven, mais qu'ils auraient écrites si certaines circonstances de leur vie avaient été différentes, s'ils avaient mangé, disons, de l'agneau au lieu de poulet,
but de thé au lieu de café. Karl Popper, La connaissance objective, 1972, La connaissance objective. Voilà notre intervention intitulée Texte sur la méthode philosophique est terminée, deuxième partie. Merci bien de votre attention. Au revoir.